Hello, c'est Eva, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans les tuyaux. Aujourd'hui, on va parler de l'IA. C'est un sujet dont on entend tous parler et qu'on pense maîtriser parce que ça a l'air simple. Mais pourtant, est-ce que vous savez réellement utiliser l'IA ? Dans cet épisode, on vous propose de découvrir toutes les infos importantes à connaître sur l'IA pour l'utiliser de la manière la plus efficace, la plus sécurisée et la plus écologique possible. Aujourd'hui, j'ai invité Pierre qui va nous donner tous ses tips pour utiliser l'IA de la meilleure façon. Installez-vous confortablement et c'est parti ! Bienvenue dans les tuyaux, le podcast qui te parle de l'alternance sans filtre. Alors Pierre, toi t'es alternant au support applicatif, donc ton travail c'est de maintenir et de faire évoluer l'outil utilisé par le service logistique au sein de l'entreprise, et tu es en master expert informatique et système d'information. Quand on parle d'IA, on pense tous à ChatGPT, parce que c'est celle qui a fait le plus parler au début. Mais maintenant, on sait il y a plein d'IA différentes. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver ? C'est sûr que quand on parle d'IA, on pense principalement à ChatGPT, surtout au début, parce qu'en fait c'est la société mère qui a sorti ChatGPT, OpenAI, qui a popularisé le fait d'utiliser en fait des IA conversationnelles, parce qu'ils ont sorti ChatGPT avec une interface simple, facile d'accès en fait, sous forme un peu de messagerie, on dirait un peu que ça ressemble à WhatsApp ou à Messenger, etc. Pour s'y retrouver avec toutes ces IA qui existent en ce moment, je pense qu'il faut plutôt se poser la question pour quelle utilité on veut utiliser l'IA, et en fonction de ça, on va s'orienter vers une IA ou une autre. Principalement, on va avoir tout ce qui va être IA conversationnelle. Nous, dans notre entreprise, donc on utilise Copilot qui est sécurisé. Il existe aussi d'autres IA, donc ChatGPT, Gemini, qui est aussi très performant. En France, on a Mistral qui a sorti Le Chat, qui est aussi une IA très, très intéressante. On a aussi, comme deuxième type d'IA, on peut dire les IA génératives qui vont servir à générer tout ce qui va être images, Midjourney. On va avoir aussi DALL-E, la solution de ChatGPT par exemple, Sora. On va aussi avoir un troisième type d'IA, ça va être tout ce qui va être IA d'analyse et de prédiction, donc tout ce qui va être Power BI, ça peut être aussi Google Analytics, et on va avoir aussi tout ce qui va être IA d'automatisation, ça c'est peut-être un peu plus technique, mais tout ce qui va être N8M, création de workflow en fait d'automatisation, mais qui peut aussi être très courant dans les domaines comme le marketing. C'est vrai qu'on peut faire plein de demandes différentes aux IA. J'avoue que moi, là où j'ai du mal, c'est à pas leur parler comme si c'était une personne humaine. Je vais avoir tendance à dire « peux-tu faire ci, s'il te plaît ?» Je sais pas si c'est vraiment utile. Est-ce que toi, tu as des conseils pour les prompts pour que ça fonctionne de la meilleure manière ? Pour faire un bon prompt, en fait, tout d'abord, il va falloir écrire une question. Donc, ça va être « peux-tu me faire ci ?» On va aussi donner un ordre, par exemple, fais-moi ci. Voilà, on peut directement dire « explique-moi des informations sur ce sujet, etc. » En plus de ça, ce qui va être important, comme tu le disais, c'est pas forcément nécessaire en fait d'utiliser des mots comme s'il te plaît, merci, ça ne sert à rien en fait, ça va pas améliorer la réponse que tu vas avoir. Après, il va falloir aussi préciser la forme en fait que tu veux. Donc si tu veux plutôt par exemple un résumé, un email ou un tableau, il va falloir préciser aussi le ton. Donc si tu veux un ton plutôt amical, un ton plutôt professionnel, neutre par exemple, il va falloir aussi beaucoup détailler en fait. Ce qui est important, c'est vraiment de détailler, de donner toutes les informations à l'IA pour que vraiment on ait une réponse qui soit bien construite. En dernier, je dirais que ce qui peut être important, c'est de lui donner un exemple en fait. Donner un exemple, par exemple, d'un mail qu'on a déjà écrit, de quelque chose qu'on a déjà rédigé, d'un style qu'on veut qu'elle utilise. Et en fonction de ça, on aura la meilleure réponse possible. Moi, je pense aussi à l'impact sur l'écologie que peut avoir l'IA, parce que j'avoue que quand on l'utilise, là, on entend beaucoup parler de l'environnement, du fait que ça soit pas bon, que ça utilise beaucoup d'énergie, de l'eau et tout ça. Est-ce qu'il y a des moyens, tu penses, de pouvoir continuer à utiliser l'IA, mais tout en réduisant son empreinte carbone ? Bien sûr, même en tant qu'utilisateur, on peut réduire son empreinte carbone et limiter l'impact environnemental de l'IA. Tout d'abord, comme on l'a dit juste avant, ça va être par l'optimisation des prompts. Si par exemple il y a des informations, par exemple retrouver la date, je sais pas, d'un festival, etc. en ligne, c'est pas forcément utile d'utiliser l'IA, donc plutôt privilégier par exemple Google, comme à l'ancienne. C'est tout aussi simple, on aura l'information tout aussi rapidement, et puis ça limitera notre impact. On a aussi la possibilité sur la plupart des IA de sélectionner en fait le modèle qu'on souhaite utiliser. Donc on peut privilégier un modèle qui soit plus léger pour faire des choses simples, des tâches de type correction ou traduction de texte. Puis en dernier, je donnerais comme conseil en fait de supprimer toutes les discussions qu'on a
utilisés en fait ces derniers temps et qui ne sont plus utiles. Donc faire le ménage assez souvent. Donc déjà ça va permettre de limiter un maximum notre impact environnemental. Après, je pense qu'il faut aussi se méfier de l'IA parce que moi, ça m'est arrivé de l'utiliser par exemple pour faire de la veille et en fait que l'IA me donne un chiffre qui est bon, mais en même temps pas pris dans son contexte et donc le chiffre est faux. Comment est-ce que toi t'expliques ça ? Tout simplement parce que l'IA, généralement, elle ne va jamais en fait dire non. Elle va jamais dire qu'elle ne sait pas. Elle cherche partout en fait sur Internet des informations. Donc en fait, elle va forcément trouver une information qui soit un peu près liée ou qui fait partie du même domaine, mais qui va pas forcément être correcte. Donc c'est important de bien vérifier toutes les informations issues de l'IA, aussi les différentes sources. Souvent elles sont affichées, mais bien vérifier qu'elles correspondent à ce qu'on attend en fait. Donc potentiellement l'IA elle peut te donner quelque chose qui est complètement faux. Est-ce que par exemple elle peut inventer quelque chose pour pouvoir te répondre un truc si elle sait pas du tout ? Oui, elle en est complètement capable. Elle en est complètement capable d'inventer. En fait, elle va se baser sur tout ce qu'elle a appris, toutes les informations dont elle a accès en fait. Et à partir de ça, elle peut inventer quelque chose qui soit pas vrai. Donc, faut vraiment faire attention à ça, en effet. Utiliser l'IA à l'école, c'est un sujet aussi. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'articles. Enfin, je sais que je vois beaucoup même sur Twitter, etc., de personnes qui ont utilisé l'IA et que, par exemple, des professeurs qui témoignent de contrôle de devoirs maison, fait en cours qui n'ont absolument rien à voir. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un risque. Forcément, l'IA elle peut faire pas mal de choses, hein. L'idée, en fait, avec l'IA, c'est qu'il faut vraiment l'avoir comme une aide, comme un assistant, en fait, hein, qui va nous permettre d'apprendre, d'en savoir plus. C'est vrai avant l'IA, on allait chercher une information sur Google, des fois c'était assez long. Là, maintenant, on a l'opportunité de directement pouvoir avoir accès à une information. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir l'IA comme ça. Éviter de lui déléguer en fait des choses sur lesquelles on n'est pas compétent en fait. C'est ça le plus important, je pense. Je trouve ça hyper important d'utiliser l'IA par exemple pour être plus rapide sur quelque chose qui peut te gagner du temps, mais vraiment quand même de repasser derrière et de bien réfléchir parce que oui, l'IA elle fait ce que tu dis, mais ce qu'elle fait ça a pas d'âme. Enfin moi je le vois en communication quand c'est des posts sur LinkedIn c'est que de l'IA, ça veut tout et rien dire, c'est juste des mots mis bout à bout les uns après les autres, il y a pas d'émotion et je trouve ça quand même hyper important de garder un peu ce côté humain. Se dire ça vient de moi, ça vient pas que de l'IA, c'est nous qui faisons le travail quoi. Oui, non mais totalement, c'est vrai que je le vois beaucoup aussi sur LinkedIn. Après c'est vrai qu'il n'y a pas d'émotion, c'est pas très intéressant en fait, ça donne même plus parfois envie de regarder, de lire des posts. C'est pour ça, oui, comme tu le dis, je pense que c'est vraiment important parce que le jour où tu te retrouves en entreprise face au problème et qu'on te dit vas-y, fais-le, des fois on peut pas demander à l'IA, faut le faire maintenant, faut être capable de réfléchir, d'analyser la situation. Quand on est en réunion, on va pas faire un petit prompt et dire tiens, est-ce que tu peux me résoudre ça? Non, il faut être capable de résoudre le problème, il faut être capable de savoir orienter vers telle ou telle chose. Non, ça c'est hyper important, il faut apprendre à réfléchir soi-même. Tu vois, je trouve que dans les textes, c'est plutôt simple de repérer l'IA, notamment sur LinkedIn, quand tu vois qu'il y a des emojis partout, qu'il y a des mots un peu bizarres qu'un humain n'écrirait pas ou des tournures de phrases un peu bizarres. Je trouve que c'est facile de le reconnaître. Et pourtant, quand on essaye d'avoir une tournure d'écriture un peu pédagogique, d'étudiant, parfois on pourrait croire que c'est de l'IA. Je sais que moi j'ai des copines qui utilisent la virgule d'Oxford. Tu sais, c'est de mettre la virgule juste avant un « et ». Et apparemment, ça c'est perçu comme de l'IA. Et donc, tu peux faire des choses qui vont être perçues comme étant de l'IA alors que ça vient de toi. Donc c'est quand même difficile de savoir, je trouve. Oui, c'est de plus en plus difficile de discerner en fait le vrai du faux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut faire un bon prompt, on peut donner des exemples en fait de notre écriture pour qu'il soit capable, en tout cas, de comprendre et d'apprendre notre style d'écriture. Après, c'est pas quelque chose d'intéressant parce que même si il peut retenir notre style d'écriture, il y aura toujours des mots, un vocabulaire un peu étrange. Mais même, tu vois, sur les réseaux sociaux, moi maintenant, je regarde des reels, mais je me méfie de tout. Parce que avant, tu voyais un camion qui sautait sur un trampoline, tu te disais, c'est de l'IA, t'y crois pas. Mais là, même, je sais qu'il y a un compte sur Instagram qui fait des photos de célébrités, par exemple, qui se marient, et tout le monde tombe dedans. Et c'est vrai que même moi, je regarde la photo,
je me dis pas que c'est de l'IA. Je trouve ça hyper compliqué de savoir si c'est de l'IA ou pas. C'est de pire en pire, hein, j'ai l'impression. Enfin, au début, on arrivait à discerner un peu plus le vrai du faux. Aujourd'hui, les IA, elles sont de plus en plus performantes, donc ça se voit moins. Mais oui, il y a toujours des petits signes en fait qui peuvent le montrer. On peut regarder toujours les doigts. Généralement, l'IA a du mal à ce niveau-là. Donc des fois, il y a ou bien sur des photos, quand on voit des personnes, il y a des personnes qui peuvent avoir 4 doigts, 3 doigts, enfin ou 6 doigts. C'est toujours un peu étonnant. On va aussi avoir qui va être l'expression faciale. Souvent, ce qui peut se rapprocher d'une fausse émotion en fait. On le voit, des gens qui peuvent, par exemple sur une image triste ou heureux, ça va être exagéré. On va aussi avoir souvent au niveau des yeux un œil qui peut être un peu plus petit que l'autre, des choses comme ça, ou des rides d'un côté, qui ne sont pas présentes de l'autre. Il faut faire vraiment attention à tout ça. On va aussi avoir une apparence surtout humaine d'une peau, enfin ou même pas humaine, hein, on peut montrer des aliens, des monstres, enfin peu importe. On va souvent avoir une apparence assez plastique, assez artificielle. On voit les gens, on dirait que c'est pas de la vraie peau. C'est vrai que ça se remarque finalement assez facilement. Une fois qu'on l'a en tête, on peut se dire ah oui, c'est vrai que c'est vraiment c'est assez étrange. C'est trop parfait pour être vrai. C'est ça fait vraiment trop lisse. Je me questionnais au niveau de la sécurité des données parce que quand on dit des choses, par exemple, moi quand j'utilise ChatGPT à l'école, il se souvient de toutes nos conversations, toutes ces données qu'on donne à l'IA, où est-ce qu'elles vont ? Bon, déjà pour ce qui est de la partie entreprise, donc nous comme on l'a dit on utilise Copilot, donc la version professionnelle de Copilot qui est soumise à différentes règles en fait de confidentialité et de sécurisation. Donc tout d'abord, les données qu'on lui donne en fait en entreprise, elles vont pas être utilisées pour entraîner les modèles de Copilot. Ensuite, par la suite, on a aussi un chiffrement qui est mis en place et un respect aussi du RGPD. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment essentiel pour tout ce qui va être donné en entreprise. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser Copilot dans le cadre du travail, parce que vraiment on est protégé à ce niveau-là. Après, pour les autres IA, hein, moi, ce que je conseille, par exemple pour les étudiants, etc., qui utilisent ChatGPT ou d'autres IA, ça va être de vraiment estimer le niveau de confidentialité en fait qu'on veut avoir. Est-ce qu'on s'en fiche de donner toutes nos données, même si il y a très peu de gens qui s'en fichent, et à partir de ça, on va pouvoir en fait aussi choisir l'IA qu'on veut utiliser. Par exemple, je sais que ChatGPT, mais je sais que c'est plus la version payante. La version payante, on peut choisir si on veut entraîner les modèles de ChatGPT avec nos données ou non. Donc déjà, c'est super intéressant de ne pas pouvoir les entraîner, de désactiver cette petite option dans les paramètres. C'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Je sais que Gemini, c'est un peu différent. Je crois qu'on peut désactiver aussi un peu l'entraînement des modèles, mais par contre, on n'a plus d'historique de conversation. Je trouve que c'est un peu plus contraignant. Sinon, c'est là où l'IA de Mistral, le chat, peut être très intéressante parce qu'elle permet, à partir de sa version gratuite et conformément au RGPD, de désactiver l'entraînement de ces modèles avec les données qu'on lui donne. Donc si on veut vraiment avoir le maximum de confidentialité dans une version gratuite, etc., je peux conseiller vraiment d'utiliser le chat. Je reviens sur le fait que tu disais que l'IA elle est de plus en plus performante. C'est vrai que moi c'est un peu une crainte de mon côté parce que il y a beaucoup de questionnements sur le fait de savoir si l'IA va nous remplacer, par exemple, dans nos métiers. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il faut pas être négatif, tout d'abord, parce que oui, il y a des emplois qui sont menacés, principalement des emplois de bureau, mais par la suite, il y a d'autres emplois qui vont potentiellement être créés aussi. Aujourd'hui, il y a différentes études qui sont sorties sur ce sujet depuis des années. Il y en a qui disent que ça va créer des emplois, d'autres en détruire, mais on ne sait pas vraiment en fait ce qui va se passer. Il y a vraiment plusieurs réponses, plusieurs estimations, on va dire. Il faut rester positif, il faut aussi se former à l'IA. Puis comme ça, on pourra s'adapter plus facilement lorsque notre métier évoluera. On arrive à la fin de l'épisode, donc j'aimerais te demander quel est selon toi ton meilleur conseil pour utiliser l'IA de la manière la plus productive possible ? Un conseil que je pourrais donner à tous, hein, que ce soit étudiants ou pour les professionnels, c'est de se former en fait en continu, de faire toujours attention à tous les nouvelles technos en fait IA qui vont sortir, juste rester informé, au moins s'entraîner aussi des fois personnellement, surtout pour les métiers de bureau ou potentiellement bien sûr il y a des métiers qui vont évoluer. En fait les personnes qui sont le plus au fait en fait à être formées d'ici 5 ans, d'ici 2030 ou plus,
Ça sera les personnes aussi les plus recherchées sur le marché de l'emploi, celles qui sont le plus efficaces. Donc le but, c'est vraiment, je conseille de se former maintenant. Merci beaucoup Pierre pour ton témoignage. On espère que cet épisode pourra vous aider à savoir quelle IA utiliser et surtout comment bien l'utiliser. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Et moi je vous dis à très vite dans les tuyaux.